C'est pas triste, c'est un peu triste, c'est un peu les deux. Léa Fredval, merci d'être avec nous. Les affamés, chroniques d'une jeunesse qui ne lâche rien. Chez Bayard, j'ai eu très envie de me procurer ce livre et de le lire parce que vous y parlez notamment du quotidien d'une jeune fille comme vous, allant... C'est pas seulement ça, hein, le livre, mais beaucoup de stage en stage, etc. Et s'il y a bien un milieu, Christophe Nick ne me contredira pas, qui travaille qui repose en quelque sorte sur la force de travail des stagiaires, que je remercie d'ailleurs de m'aider chaque jour à préparer cette émission, c'est bien l'audiovisuel. Et en même temps, ce qui m'a frappé, Le Monde hier a publié une grande enquête, hein, et Christophe Nick, vous en êtes le versant, j'allais dire, audiovisuel. On dirait que ce livre et cette enquête, c'est une même opération de com', quoi. C'est-à-dire il y a une coïncidence incroyable des thèmes, et pourtant les deux choses sont très séparées. Donc je me suis dit que c'était assez intéressant de vous mêler aux deux. Les affamés, c'est le portrait, vous dites, d'une jeunesse qui ne lâche rien. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir du côté de ceux qui vous regardent, c'est une débauche d'énergie, souvent bien mal récompensée socialement parlant. Oui, c'est ça. C'est même, vous venez de me faire penser au fait que c'est peut-être même, plus on nous met des bâtons dans les roues, plus on va continuer à essayer de trouver notre avenir, de le construire et de faire en sorte qu'il soit le plus lumineux et stable possible. Alors c'est vrai que le livre est bourré d'anecdotes qui sont hélas celles du quotidien de beaucoup de jeunes de 18 à 25 ans, l'exploitation absolue dans les stages, on vous fait faire n'importe quoi, les rapports de force, d'humiliation, etc. Et en même temps, bon, vous dites plus on rencontre d'obstacles, plus on en veut. L'enquête en général montre quand même que ça se paye d'une sorte quand même de désillusion totale sur les représentations politiques, sur les aventures collectives, qu'on sent une forme de colère désespérée monter aussi dans cette jeunesse. Et ça, c'est pas très réjouissant. C'est pas réjouissant et c'est pour ça que c'est ce que je dis au début du livre, je ne mets pas en opposition deux générations ou d'autres. C'est pas mieux ou moins bien que ce qu'ont vécu nos parents, enfin mes parents. C'est juste complètement différent. On n'est absolument pas dans la même société. C'est pas la même crise, c'est pas la même société de communication ou de consommation. Et c'est surtout que ce que j'essaye de dire, c'est que le mot insouciance, enfin le terme d'insouciance de la jeunesse ne peut plus exister parce qu'on est on est confronté trop vite et on est extrêmement lucide sur ce qui nous attend et ce qu'on vit déjà. Dans cette enquête Génération, et je passe là vraiment à ce qui corrobore vos propos personnels, hein, 33% des jeunes interrogés sont persuadés qu'ils ne connaîtront jamais autre chose que la crise, et près des 3/4, ce qui est quand même énorme, ont le sentiment que la société ne leur donne pas les moyens de montrer ce dont ils sont capables. Et c'est vraiment ce choc-là, c'est-à-dire on sent une forme d'énergie vitale qui se heurte à une forme de mur de verre, Christophe Nick. Oui, un plafond de verre, un plafond absolu. Alors il y a celui de l'entreprise, mais il y a celui de la société en général. Je veux dire, médiatiquement, le mot jeune est associé à faits divers. Les seules solidarités qui existent sont à l'intérieur de la famille, elles sont extrêmement fortes. Famille recomposée, décomposée, comme l'appelle Léa Fredval. Oui, mais encore heureux quand il y a une famille. Voilà, parce que imaginons ce qu'est le destin des jeunes quand un parent est mort, quand il y a quelque chose de séparé, etc. N'oublions jamais que 30% des jeunes n'ont pas le bac, ou sont juste à ce niveau-là, et donc n'ont strictement aucune place dans ce monde. Mais à côté de ça, le mot d'ordre que les parents donnent à cette génération, c'est « passe ton bac plus 5 d'abord ». Voilà. Mais arriver oui, mais enfin, Léa, qui vient de finir ses études de sociologie, elle a été serveuse, ouvreuse, babysitter, vendeuse, assistante, et j'en oublie. Mais bien sûr. Et en plus, on va lui mettre là-dessus tous les qualificatifs péjoratifs. C'est-à-dire, pourquoi avoir fait sociologie ? On sait très bien que ça sert à rien. Donc, tous ces trucs-là sont complètement délirants. De toute façon, tout est négatif dès qu'il s'agit des jeunes. Voilà, ils sont violents, ils sont incompétents, ils savent plus lire, ils sont vulgaires, ils pensent qu'à eux, ils sont individuels. Bon. Or, dès qu'on s'y intéresse, et c'était ça les documentaires qu'on a fait, c'est l'inverse. On a pris une claque absolue. D'abord, on se redonne une pêche. Et je veux dire, franchement, d'y avoir passé 2 ans, c'est de se dire que ce pays ne se reconstruira qu'avec eux. Voilà. Or, tout est fait pour qu'ils n'y rentrent pas. Donc il y a quelque chose d'absolument saisissant. C'est unique au monde, hein, ce phénomène. Ce rapport que notre pays a à sa jeunesse est absolument unique. C'est ce que j'essaye vraiment de dire, merci d'avoir dit ça, parce que c'est vraiment le message que j'essaye de transmettre, entre guillemets, si je suis quelqu'un pour transmettre quelque chose, c'est que c'est nous l'avenir de ce pays. C'est nous, dans 20 ans, qu'allons payer vos retraites. Et
Est-ce qu'on peut juste nous... Vous êtes gentil, dans 20 ans, je crains que ce soit avant. Vos retraites, la retraite, ce que j'appelle les vrais adultes, voilà, ce que j'appelle la retraite donc, de mes parents. Et juste, est-ce qu'on peut être reconnu aujourd'hui, maintenant, pour ça, au lieu d'être méprisé ou qu'on passe juste à côté? Est-ce qu'on peut juste se dire 2 secondes, c'est eux demain qui vont se retrouver avec nous, ce qu'on a fait de ce pays. Donc, remercions-les dès maintenant. Et si on ne voit pas encore qui c'est, faisons-leur confiance. Anne Muxel, on sait bien que, par exemple, la structure de l'emploi en France est une structure aberrante en entonnoir. On arrive extrêmement tard à avoir une position un peu stable dans le marché du travail et on en est éjecté extrêmement tôt. Et il y a une sorte de concentration comme ça sur 10-15 ans de vie, alors que tous les modèles européens de nos voisins sont beaucoup plus équilibrés que ça. Vous avez consacré beaucoup d'études au rapport des jeunes et de la politique, des jeunes et du vote, etc. Quand vous avez pris connaissance de cette étude hier dans Le Monde, des choses vous ont étonné, surpris? Le constat était peut-être encore plus sévère que ce à quoi vous vous attendiez? J'étais très contente de voir que cela confirmait bien des aspects que l'on connaissait, en tout cas du rapport des jeunes à la politique aujourd'hui, qui d'ailleurs sont marqués par la défiance, sont marqués par une relative désillusion, tout en étant en même temps, et c'était très intéressant dans l'enquête, conscients que les politiques avaient quand même du pouvoir. Une grande majorité d'entre eux pensent que les politiques ont du pouvoir, donc il y a là la possibilité de changer des choses, qu'un tiers d'entre eux étaient prêts éventuellement à s'engager dans une organisation politique. Donc effectivement, on enregistre cette défiance très forte, cette désillusion, ce scepticisme, mais qui me semble être la caractéristique de citoyens aujourd'hui plus lucides, plus exigeants, plus critiques qu'ils sont. Et en même temps, on voit bien qu'il y a aussi une disposition, malgré tout, à croire encore dans la politique. Donc moi, cette enquête, pour moi, a été la confirmation de ce que je vérifie par ailleurs dans mes travaux que nous faisons au CEVIPOF, qu'il y a là une jeunesse en attente de politique. Mais simplement, c'est une jeunesse difficile pour les politiques, car c'est une jeunesse exigeante, critique, et qui attend une action politique concrète. D'abord, qu'il y a un tel sens de la dérision et de l'autodérision qu'évidemment, il y a déjà même un court-circuit dans les modalités de langage, de représentation, etc. Ce qui me semble aussi important, c'est que ce que démontre l'enquête, c'est quand même cette sorte d'intériorisation de la spirale du déclassement. C'est-à-dire que du déclassement et finalement de la précarité ou de l'éphémère. Vous êtes une génération qui... mais ça, je trouve que c'est en quelques années, du poste où je suis, je l'ai vu, de stagiaire en stagiaire, de ce point de vue, il y a encore 5 ou 6 ans, on rêvait à un CDI. Aujourd'hui, on met une croix dessus et on se contente. Si on a un CDD, on est déjà très content. C'est aussi un peu dramatique, ça, parce que ça veut dire que la pression du réalisme finit par s'intérioriser, ou vous en faites quand même une force, Léa? Personnellement, moi je pense que j'en fais une force, parce que même si on n'accède pas à ce qu'on désire, il y a des choses bonnes à prendre partout. Oui. Même si c'est un stage humiliant, eh ben on a appris qu'on peut être humilié par quelqu'un qui a du pouvoir. Il a du pouvoir, pourquoi? Parce qu'il est juste au-dessus de vous dans la hiérarchie. Et que lui-même d'ailleurs se fait humilier par son supérieur, parce que c'est généralement comme ça que ça marche. C'est ce que je disais, j'ai raconté ça la dernière fois, j'aimerais bien qu'on les stagiaires aient des stagiaires. Et là, voilà, il faudrait que nous aussi on puisse avoir... mais par rapport, si je peux juste rebondir... Achetez-vous un chien. Oui, c'est ça, super. C'est Brigitte Bardot qui ne va pas être contente. Mais par rapport à ce que vous disiez sur la politique, moi, ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est que j'étais très contente de pouvoir voter là aux dernières élections. J'ai d'ailleurs eu plusieurs heures avec mes camarades parce qu'ils ne voulaient pas voter, parce qu'ils ne croient plus en la politique. Et puis il y avait un candidat qui disait que la jeunesse allait être sa priorité, donc ça devait vous intéresser un peu. Ils ont voté parce que je les ai poussés à voter. Aujourd'hui, ils me font la tronche. Et c'est ça, et on nous met au premier rang, ça va être vous, on va s'occuper de vous, et tout le monde dit ça, tout le monde, et on s'est encore fait, enfin moi c'est la première fois que je me fais avoir, mais je suis vraiment, je me suis dit mince quoi, mince pour tout le monde, parce que... Le rire de Christophe Nick, c'est de dire... Bienvenue, il y en aura, bienvenue au club, et il y en aura d'autres. Mais donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment de l'irrespect. Pour moi, c'est vraiment ne pas respecter les gens, que de leur dire, vous êtes la priorité de notre programme. Et en ce moment, j'interroge les gens autour de moi, est-ce que vous connaissez le nom de la ministre de la Jeunesse et des Sports ? Personne ne connaît
ce ministre. Et c'est censé être la priorité. Christophe Dick. Oui, non, en fait, c'est surtout une lucidité, c'est le mot qui revient partout. C'est-à-dire qu'il y a une action politique qui est complètement incapable de répondre aux questions majeures. Mais c'est pas pour ça qu'il y a un désintérêt de la politique. C'est ça qui m'a aussi le plus frappé. D'abord, un altruisme incroyable. Il y a une question qui nous a beaucoup surpris sur les réponses, qui était est-ce que vous seriez d'accord pour un service civil obligatoire, humanitaire, hôpitaux, etc., etc. Et c'est plus de 80% qui sont d'accord, donc ça les concerne eux au premier chef, maintenant, consacrer une année de sa vie à des causes. Bon. Donc c'est l'inverse absolu de l'image qu'on a sur le cynisme et l'individualisme. Donc l'engagement, on le voit partout. La générosité, elle est là. C'est juste le monde qui n'est pas adapté à ça. Donc il y a évidemment que la colère est là. Et quand le monde dit qu'on a l'impression d'avoir une cocotte minute sans soupape, je pense que c'est assez juste. Le problème, c'est que se révolter contre qui, contre quoi. Quand ils parlent des politiques, ils disent effectivement qu'ils n'y croient plus du tout. Mais alors là, c'est tellement massif à 89%. Mais par contre, ils pensent que les hommes politiques ont du pouvoir, 61%, mais que ceux qui ont vraiment le pouvoir, à 90%, c'est la finance. Voilà. Autrement dit, vous n'utilisez pas votre pouvoir comme il faut. Et là, on peut voir qu'il y a un espace de révolte qui s'ouvre. Maintenant, après, les révoltes, entre le désir et la réalité, bon... Anne Muxel. Moi, je voudrais revenir sur cette révolte, bien sûr, dont on sent qu'elle est là, qu'elle gronde. Enfin, en tout cas, il y a un potentiel protestataire très important. Mais pour dire que, bien sûr, c'est porté par la jeunesse, je dirais de façon quasi structurelle, parce que le temps de la jeunesse est un temps où on a une énergie... c'est rare qu'il y ait des révoltes de vieux dans l'histoire. De radicalisation, etc. Mais en même temps, et on le mesure très bien, par exemple, je pense à la dernière vague du baromètre de confiance politique du Cevipof, aujourd'hui, quand on pose la question aux Français, 60% sont prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs intérêts ou leurs idées. Donc il y a en France, aujourd'hui, un potentiel protestataire extrêmement important qui concerne toute la population, pas seulement les jeunes. Les jeunes, souvent, ne font qu'accentuer et porter par leur disponibilité, porter des élans, on va dire, ou une potentialité de radicalité plus importante. Mais il y a bien un malaise général qui touche l'ensemble des citoyens de ce pays dans leur rapport à la politique. Dans l'enquête, 61% des jeunes disent qu'ils participeraient à un mouvement de révolte type mai 68 demain ou dans les prochains mois. Mais enfin, il faudrait voir aussi la représentation du mouvement type mai 68. Oui, non, ça, on a beaucoup discuté de l'intitulé de la question. Bon, effectivement, comment dire, il ne s'agissait pas de refaire mai 68, mais un mouvement de révolte. Voilà, ils ont tous connu 2005 et 2006. On se souvient de 95. Il y a eu régulièrement des révoltes de lycéens, de trucs comme ça. Là, on parle d'une révolte, c'est-à-dire qui embrase un pays. Voilà. Enfin, je voulais juste rappeler que juste avant mai 68, il y avait des articles qui étaient écrits. On avait l'impression que la France était endormie. La France s'ennuie, écrivait Pierre Vincent-Ponty, qui était un grand chroniqueur. Exactement. Donc, rien ne présageait quelques semaines avant l'explosion de mai 68 qu'un tel mouvement allait opérer. Donc là, je crois aussi qu'il faut être un côté totalement imprévu. Il y a un côté une imprévisibilité. Et d'ailleurs, la jeunesse est forte de cette imprévisibilité. Léa Fredval, votre livre va vous aider à décrocher un CDI quelque part. C'est votre espoir ou pas du tout? Alors, non, pas du tout. Mais vous n'avez même pas franchement envie, forcément. Non, parce que j'ai pas, j'ai envie d'être aussi mobile. Ouais, je crois vraiment. J'ai pas du tout envie d'être rattachée. C'est là où je disais qu'il y a une intériorisation assez incroyable, c'est-à-dire que sont peut-être des handicaps, finalement, vous arrivez à en faire des sortes de valeurs positives. Ouais, pour moi, la précarité, c'est une mobilité, c'est une capacité aussi de pouvoir... Pour moi, c'est comme la multiculturalité dans un quartier. C'est-à-dire que j'ai besoin autour de moi d'avoir des Noirs, des Arabes et des Blancs, comme j'ai envie de pouvoir travailler pour une radio, mais aussi un journal. Et voilà, on est multitâche de base. On a été construit comme ça, et notre génération est comme ça. On peut à la fois regarder une série et tweeter ou lire un livre en même temps tout en mangeant, mais on peut aussi faire un café pour notre patron tout en remplissant une fiche. Enfin voilà, on a cette capacité à se démultiplier. Ah, il y a des stagiaires qui font des cafés pour les patrons. Je suis très heureux. J'ai un chapitre qui s'appelle « Vie ma vie de schizophrène » et quand on passe une seule journée et que dans une même journée, on est à la fois étudiant, à la fois salarié, à la fois stagiaire et à la fois juste une jeune fille, c'est voilà,
c'est ça, ce qu'on nous propose aujourd'hui. On les appelle couteaux suisses. Oui. C'est vraiment ça. Mais en fait, c'est l'idéal de la structure de travail, et on sait très bien qu'on va aller vers ça vers le XXIe siècle, c'est de travailler sur des projets. Bon, et là, dans les projets, l'enthousiasme dès qu'on a des jeunes, il est absolument sidérant. Et effectivement, en travaillant, nous, sur les documentaires et les web, on avait une masse de moins de 30 ans qui était formidable avec nous. Et on le voit bien, ça peut travailler 18 heures par jour. Pour la réédition, vous ferez attention parce qu'il y a un petit dico des mots qui n'existent que pour vous. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans l'ouvrage. Et puis, il y a certaines expressions comme accepter toutes les douilles. Vous renvoyez au dico et il n'y a pas d'explication. Je l'ai vu hier. D'accord, mais je vous le dis pour la réédition parce que je suis sûr qu'il sera réédité. Ça s'appelle Les Affamés et c'est chez Bayard Presse. Merci à tous les trois. C'est un toujours jeune, c'est Thierry Mariani qui va répondre à mes questions. Député UMP des Français de l'étranger.